Bien les amis, on va faire une vidéo de confinement et de temps pluvieux, c'est-à-dire que je vais un peu raconter ma life à demi en pyjama et voilà. Alors évidemment moi quand je raconte ma life ça sera toujours des choses qui normalement pourront vous être utiles d'une façon ou d'une autre. Du coup je vais me concentrer sur mon expérience de ces 4 premiers mois que j'ai passé en Allemagne, puisque maintenant j'habite ici. J'ai demandé à certaines personnes de me poser des questions auxquelles je vais donc répondre dans cette vidéo. Donc mettez-vous chill comme moi. Dans quel cadre tu es parti en Allemagne? Donc je fais un programme Erasmus+. En gros, je fais ma 3e année de licence en Allemagne et c'était un projet que je voulais faire depuis pas si longtemps que ça en fait. Le projet d'étudier en Allemagne, ça faisait 3 ans que je l'avais. Faire Erasmus, ça m'était jamais passé par la tête jusqu'à l'année dernière où j'ai décidé de le faire. Est-ce que tu es bien acclimatée? Maintenant, oui. Dans le sens où j'ai plus l'impression de venir d'une autre planète. Galère dans les démarches juridiques. Alors non, parce qu'on est privilégié en fait quand on est en Allemagne et qu'on vient de France ou inversement, on est encore dans l'Europe et dans tous les organismes européens. Je m'y connais vraiment pas du coup voilà. Ça fait que tout ce qui est assurance, visa, tout ça, enfin c'est bon, c'est pas du tout la merde. Par contre, vous avez l'administration et elle sera dans la langue du pays où vous allez. Donc ça, je préfère prévenir parce que quelquefois on s'imagine que oui, non mais c'est tout à fait sympa de faire Erasmus et tout ça. Mais en fait, on vous laisse vous démerder avec l'administration dans une langue que vous êtes censé encore vous améliorer dedans. Est-ce que la bouffe est bonne? Alors, selon ma colocataire, elle a dit au nord-ouest c'est dégueulasse, ils savent pas cuisiner. Ici, c'est gravement bien et tout. Ici, on est du coup en Bavière. C'est le sud-est, voilà, le sud-est, genre vraiment à la ville la plus proche de la frontière avec l'Autriche, dans le sens où si vous faites un petit tour de vélo, là, vous êtes en Autriche. En fait, ici, tout ce que je peux dire, c'est que ce sont des bons vivants au niveau de la bouffe. Déjà, les Allemands, voilà, ils font pas les gâteaux à moitié, ils font pas les repas de viande à moitié, là, c'est pire, en fait. C'est le niveau plus. Je suis dans cette région-là. Mais cette région est connue pour vraiment être le cliché de l'Allemagne pure et dure. L'Allemagne bien profonde. Je suis allée me promener et j'ai pris un Kuchen. Un truc genre, en fait, c'était... ça s'appelait Prince Regent. Ça ressemblait à un opéra en mode allemand, c'est-à-dire avec du gâteau, quoi. Est-ce que la socialisation est facile? En fait, tout repose sur les connaissances linguistiques que vous avez quand vous partez à l'étranger. Donc là, comme dit, je vous parle de moi, mon expérience en Allemagne, mais cette vidéo, j'aimerais vraiment qu'elle soit utile pour tous ceux qui veuillent partir aussi dans d'autres pays, vraiment beaucoup plus éloignés ou vraiment bien différents de la France, quoi, parce que l'Allemagne, finalement, ça va. La socialisation, la sociabilisation, bref, repose vraiment sur quel niveau vous avez dans la langue. Et aussi un peu d'autodérision, parce qu'on m'a souvent dit que j'étais quelqu'un de très sociable. Ces 2 mots, dans le sens où j'ai pas de problème pour aller vers les autres, soi-disant. Ils savent pas ce qui se passe dans ma tête en vrai. Être là, sourire et rire de ses bêtises, de ses erreurs et tout ça, c'est très important. Pour en fait être à l'aise déjà soi-même et du coup mettre les autres à l'aise et que les autres soient plus enclins à faire des efforts vis-à-vis de vous, qui ne maîtrisez pas encore très bien la langue. Le conseil que je pourrais donner, c'est compenser avec un maximum de votre personnalité. Exprimez-vous avec des gestes, avec des... Moi, je faisais presque du théâtre devant les personnes pour qu'ils comprennent ce que je voulais dire quand je n'avais pas le mot. Je mimais la chose. Je mimais la peur, je mimais la honte, je mimais la folie. Mimer les choses, quelquefois ça passe bien et puis du coup, c'est marrant d'avoir quelqu'un qui mime. Je sais pas si vous voyez, mais d'avoir quelqu'un qui recherche son mot pendant 40 ans comme ça... Je sais pas, et que ça devienne vraiment très gênant parce que finalement c'était une conversation tout à fait lambda. Ouais, partez dans des petits délires et puis ça aura un meilleur impact sur le contact humain. Est-ce que les gens sont sympas? De ouf, vraiment. Ils sont très simples, ils sont sympas. Est-ce que le niveau de langue doit être quelque chose qu'on maîtrise parfaitement quand on part à l'étranger? Donc avant tout, il faut savoir que tu ne maîtriseras jamais une langue parfaitement avant de partir à l'étranger. C'est en partant dans le pays en question que tu pourras vraiment améliorer tes capacités linguistiques, tes connaissances linguistiques sur cette langue-là, quand tu es plongé dans le pays, dans la langue, voilà. Je pense que tu peux pas apprendre une langue parfaitement quand t'es que en France, à l'école, à l'université, et que t'es là à gamberger dans des vidéos, des articles de presse, ta prof qui te parle, ou tes profs qui te parlent. Moi je pense aux ceux qui font fac d'anglais ou fac d'une langue en fait en général,
ou LEA, quelque chose dans le style. Je pense que c'est très très bien pour commencer. Je pense que les personnes qui font ces genres de formations sont beaucoup plus compétents dans la langue que ceux qui se sont arrêtés au lycée et qui bossent tout seuls. Mais vraiment, allez dans le pays. Si tu veux survivre, tu prends le niveau B1. Si t'as pas le niveau B1, tu vas pas dans un pays tout seul en fait. Voilà, et je dis bien tout seul. Ensuite, le niveau B2, je dirais qu'il est bien pour habiter, pour sociabiliser et pour se surpasser en lisant et en regardant des films. En bossant aussi, c'est pas mal. En fait, le niveau B2, c'est vraiment le niveau où t'es pas du tout encore, tu parles pas du tout encore couramment, mais t'es assez à l'aise pour vraiment expérimenter la vie sur place et en fait faire beaucoup plus de progrès en profondeur. Parce que c'est ce qu'on dit tout le temps au niveau des langues. En fait, quand tu arrives à un certain niveau, alors au début t'apprends beaucoup et c'est assez simple parce que bonjour je m'appelle truc bidule muche, ça va assez vite disons. Et ensuite quand tu arrives à un certain niveau, et pour moi selon moi c'est le niveau B2, quand tu arrives au niveau B2 tu dois après commencer à apprendre des termes beaucoup plus techniques, à mémoriser plein d'adjectifs différents pour donner des nuances à tes propos, savoir quel est le niveau de langue aussi, enfin comment on appelle ça, enfin la classification de niveau de langue, de niveau de langage dans une langue, donc par exemple le courant, le soutenu, le familier. Après, j'aimerais vraiment dire, c'est pour vous. Si vous faites un Erasmus et que vous comptez faire vos cours dans la langue du pays et que vous êtes, je ne sais pas moi, étudiant en droit, ayez le niveau C1 avant de partir. C'est pas je déconne vraiment pas. J'ai eu la magnifique idée, et je m'en remercie tous les jours, j'ai eu la magnifique idée de partir en Allemagne en avance. Je suis arrivée ici en août parce que mon but c'était déjà de me repérer en fait dans la ville, de me repérer avec des gens et d'améliorer mon allemand avant de commencer mes cours. Et ça faisait déjà presque 2 ans que je bossais mon allemand toute seule. Donc j'avais très fébrilement un B2. Parler tous les jours avec des natifs, c'est quand même beaucoup mieux pour progresser. L'ambiance de la ville, la mentalité des gens. Donc là, ça va vraiment être une question sur laquelle je vais pouvoir répondre qu'avec mon expérience personnelle et du coup pas sur, en général, partir à l'étranger, mais du coup sur ma ville, Passau. C'est une ville qui déjà a 3 fleuves. C'est assez sympa, c'est une ambiance très particulière. Maintenant qu'il fait froid, le matin tôt et le soir, il y a du brouillard comme j'ai jamais vu du brouillard. En été, c'était aussi très stylé parce que j'ai eu la chance, comme dit, de venir en août. Du coup, j'ai pu voir été-hiver, enfin, c'est super. Vu qu'il y a 3 fleuves, il y a des fleuves qui ont juste leur côté, ce sont la ville et des trottoirs et des quais de bateaux. Et il y a un autre fleuve, c'est un 3e, de l'autre côté, du côté autrichien du coup, il y a des plages, mais des plages de putain de sable. Et c'est super, c'est vraiment super. Donc en fait, c'est vraiment des endroits, les gens, ils ont leur épreuve en août. Quand tu veux faire une pause dans tes révisions, tu vas te baigner. Après, pour ce qui est des gens, ils sont pas compliqués, ils profitent de la vie. Pour eux, c'est très naturel de dire des trucs qui pour nous seraient, enfin on considérait ça comme très poli. Quand ils t'invitent pour un événement, pour un anniversaire, pour quoi que ce soit, tu dis ah oui je viendrai. Ils ont ce réflexe de dire je me réjouis de ta venue. En gros c'est ça. Personne dit ça en France. Personne dit ouais on est en train de boire un café là dans tel et tel bar si tu veux nous rejoindre. Tu dis ah oui avec plaisir et oh je me réjouis. C'est c'est un autre monde. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les logements en Allemagne. Il y a beaucoup de WG. WG c'est Wohngemeinschaft et ça veut dire concrètement colocation. Il y a beaucoup de ça entre étudiants, mais aussi quelquefois les gens étant étudiants commençant à bosser, ils restent ensemble en colocation. Donc il y a vraiment des colocations pour tout le monde. C'est quelque chose de très répandu en Allemagne et de beaucoup mieux vu, je suppose, qu'en France. Il y a un site qui est très connu, ça s'appelle WG Gesucht, donc concrètement recherche de colocation. Vous allez là-dessus, vous voyez comme c'est bien foutu. Alors moi j'ai trouvé mon appartement comme ça, je suis en colocation, ça se passe très bien. Ou alors il y a des logements étudiants comme en France, comme le Crous, voilà, il y a ça aussi. Y a-t-il eu, alors là on rentre dans les questions sympathiques, les questions où il y a vraiment des choses à dire. Y a-t-il eu des différences entre ce que tu t'es imaginé, tes projections de la vie là-bas, donc ici, et ce que tu as vécu pour de vrai? Oui, je vais compléter ça avec la question, est-ce que ça a été dur au début?
Oui, déjà j'ai commencé à me lancer dans ce projet Erasmus en janvier, on va dire janvier, parce que l'idée étant là, bien là, en décembre, vous êtes censé déjà préparer des choses en décembre, fin décembre, mais voilà, janvier, il y a déjà des dates qui se posent et tout ça. Donc depuis janvier 2020, nous sommes en novembre 2020, j'ai fait de l'administration et ça ne s'est arrêté que le mois dernier, quand j'ai été enfin inscrite à la fac de Passau. Donc déjà ça, on ne s'y attend pas et ce n'est pas par rapport à la vie en Allemagne, c'est par rapport tout simplement à ce qu'on vous demande d'avoir comme persévérance et que vous n'êtes pas prêt en fait. Heureusement je suis persévérante parce que à chaque fois qu'il y avait de nouveau un truc, t'es en mode allez c'est parti, on rassemble la force, on y va. Et vous faites ça sur beaucoup de temps. Voilà, si on calcule du coup ça faisait 10 mois que je faisais de l'administration. Il y a des périodes où vous en pouvez plus. Donc ne serait-ce que pour ça, voilà, on ne s'y attend pas. Quand on se dit oui, on va faire Erasmus, c'est génial, ça. En plus, on vous le présente comme si c'était extrêmement simple de partir à l'étranger. Je vous ferai une vidéo entièrement sur Erasmus parce que j'ai envie de les tuer en fait. Genre, moi, si je prends la tête de l'organisation Erasmus européenne, je suis en train de partir dans un délire, mais comprenez-moi, je rénove tout en fait. Je fais une réforme qui simplifie tout et qui est beaucoup plus logique et ouverte à tout le monde parce que c'est n'importe quoi. Donc déjà ça. Ouais, on n'est pas prêt, ok. Ensuite, du coup, vous êtes là. Comme dit, j'avais cette motivation d'étudier en Allemagne, mais pour étudier en Allemagne, et moi c'était en allemand, parce que je voulais vraiment, en fait, je veux être bilingue en allemand, c'est ça mon goal. Du coup, je savais qu'il fallait que je bosse déjà bien en allemand en France avant d'y aller, logique, parce que j'avais quand même un minimum de conscience de oui, non, mais attends, les cours en allemand, voilà, mais je te en mode, ouais, ça passe. Mais non, ça ne passe pas du tout, en fait. Oh damn. Quand j'ai commencé à faire mon administration en allemand, c'est-à-dire que à un moment donné, vous devez prendre contact avec les gens de l'université dans laquelle vous allez, hein, voilà, parce qu'on ne le fait pas à votre place, hein, vous faites tout seul. Vous devez parler allemand, vous devez comprendre les informations qu'on vous donne en allemand, donc vous êtes là à faire des traductions 40 000 ans sur votre ordinateur, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de nerfs, ça prend beaucoup d'énergie, ça puise. Enfin, je vais arrêter avec l'idée, mais vous allez très bien comprendre à force que je le dise, mais ouais. Donc déjà, à ce moment-là, c'était dur. Ça vous met déjà dans une ambiance, ok, vous parlez plus allemand régulièrement, pas vraiment parler, mais vous l'écrivez. Quand j'ai cherché une colocation et que j'en ai trouvé une, du coup, je communiquais très souvent avec mon colocataire. Et du coup, tous les jours, un peu pratiquer de l'allemand et tout ça en audio, c'était très pratique. Mais effectivement, c'est pas la même chose que quand vous vous retrouvez à côté de quelqu'un qui est natif et que vous devez être dans la spontanéité, c'est pas la même chose. Mais c'était déjà très bien pour un peu tasser tout ça. J'avais en conscience que quand j'allais arriver dans le pays, ça allait être beaucoup plus compliqué, que les gens sont natifs, que c'est du spontané. Ça serait des discussions sur tout et n'importe quoi, comme nous, entre nous. On passe d'un sujet à l'autre et il faut suivre. Je m'étais dit, ouais Nao, tu vas voir, là t'as déjà fait plein d'administration, tu t'es déjà bien battu, mais tu vas voir, le pire ça va être sur place. Et je me disais ça parce que faut se le dire. Mais je ne l'avais vraiment pas imaginé, je ne l'avais pas visualisé, parce que ça m'aurait fait beaucoup de mal et ça m'aurait enlevé toute envie de partir. J'étais très excitée de partir, je voulais vivre ça. Je suis arrivée sur place, je me suis pris la plus grosse claque de ma vie. En quoi c'est un différent mode de vie, entre parenthèses, colloque, études ou projet? J'ai envie de dire, la réponse est dans la question. Parce que la personne qui m'a posé cette question savait très bien ce que le fait d'être en Allemagne a changé dans ma vie. Déjà, je suis en colocation. Si vous me connaissez, vous savez que je suis la première personne qui disait il y a de cela même pas 10 mois du coup. Non mais la colocation c'est pas du tout pour moi. Moi je deviens folle à vivre avec quelqu'un. Non. Moi j'ai des systèmes genre très genre mes systèmes tu vois. Genre si quelqu'un ne les respecte pas, je vais devenir malade. C'est pas simple de vivre avec moi, vraiment pas. J'étais tellement dans la merde que voilà il me fallait un logement machin. Je me suis dit colocation, tiens pourquoi pas. Tant qu'à faire, sortons de nos zones de confort entièrement. J'étais quand même une tarée parce que vraiment, le mot d'ordre que je m'étais mis depuis janvier, en fait, jusqu'à août où tout était à peu près tassé, c'était sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort. Et même, du coup, quand je suis arrivée en août, que j'ai vu à quel point c'était la merde, du simple fait que je ne parle pas la langue, j'étais encore en train de me répéter sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort. Et je vous le dis, c'est vraiment le truc qui peut vous aider à vivre une vie de ouf. Et je dis pas que ma vie est oufissime et tout, mais moi je la considère comme ça. De là où j'en suis, de ce que j'ai déjà vécu, si je m'étais pas dit tous les putains de jours sors de ta zone de confort, j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu là. Je peux pas commencer à jeter des fleurs avec les gens à qui je vis, là ça peut être très gênant pour eux je pense, mais j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Et de tous les arguments
qui m'ont fait prendre colocation ont été mises en pratique quand je suis arrivée. C'est-à-dire, j'ai eu des problèmes administratifs, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Si mon colocataire n'était pas là, tous les gens que je connais maintenant sur Passau, c'est d'une façon ou d'une autre parce qu'au départ, c'était des potes de mon colocataire. Et le fait de pratiquer la langue, ouais, clairement, mon colocataire. Au niveau des études, qu'est-ce que différents modes de vie? Bon, déjà parce que j'ai tous mes cours en ligne, donc voilà, ça change. Je pense que c'est partout pareil. Mais aussi parce que du coup, c'est pas du tout exactement les mêmes cours que ce que j'avais en France, parce que j'ai dû prendre un équivalent, mais que art du spectacle que je faisais en France n'existe pas en Allemagne. Du coup, j'ai un truc qui s'appelle médias et communication. Je découvre de nouvelles choses aussi, ça c'est cool. Et ensuite, projet. Pour les gens qui savent, en fait, avant de venir en Allemagne et avant que le premier confinement aussi se mette en place, j'étais très occupée, je courais dans tous les sens parce qu'en fait j'avais énormément de projets, ça prenait beaucoup de mon temps et c'était quelque chose qui vraiment me nourrissait, m'enrichissait, me donnait un rythme tous les jours. Donc après ça, directement il y a eu le premier confinement, donc ça m'a choquée, ça m'a troublée. J'étais en mode attends, qu'est-ce que je fais du coup? Après je suis arrivée en Allemagne et donc là il n'y avait plus toutes les personnes avec qui je pouvais faire des projets. Il n'y avait plus toutes les structures, il y avait d'autres langues, comment créer des projets quand on ne pouvait pas vraiment vous comprendre. Ça m'a enlevé cette nourriture de passion que j'avais au jour le jour. J'ai dû me réinventer. Déjà la première vidéo, la vraie vidéo, pas la vidéo de présentation toute pourrie que j'ai faite, mais la vraie vidéo, la première que j'ai faite pour cette chaîne YouTube, je l'ai faite en Allemagne. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me donne aussi un rythme de créer des vidéos, même si je respecte pas une fréquence très spécifique. Ça me permet de continuer une création personnelle, de faire quelque chose dont je suis passionnée. Ça me plaît énormément de faire tout ça, sans avoir besoin de qui que ce soit et de pouvoir faire ça dans n'importe quel pays, avec n'importe quelle langue, vu que je vous parle français, c'est trop top. As-tu envie d'y rester, donc à Passau, ou revenir pour y habiter? Mon projet de base de pourquoi je suis en Allemagne, de pourquoi je fais un Erasmus, c'est parce que j'avais envie d'étudier en Allemagne pour améliorer mon allemand avant de faire une école cinéma en Allemagne, parce que j'ai envie d'en faire une mais pas en France. Et dans l'idéal, habiter en Allemagne pour le restant de mes jours, parce que j'adore ce pays. Après, rester à Passau, je sais pas, rester en Allemagne, c'est le programme. As-tu appris sur toi et ce que ça t'a apporté? Depuis un bout de temps, j'avais quelque chose, une voix dans ma tête, un truc comme ça qui me disait « Nao, quelque chose t'attend là-bas, dans ce pays. » Je ne sais pas pourquoi, je savais que je devais y aller. Si vous n'avez pas en fait une vraie conviction, une vraie motivation d'aller en Erasmus, ne le faites pas parce que vous abandonnerez. Tout simplement. Je suis pas pessimiste, hein, c'est juste que je pense que c'est vraiment trop dur pour perdre votre temps comme ça. Je pense que vous ferez votre réflexion très vite. Donc voilà. Au moment, en fait, un peu avant de partir en Allemagne, c'était une période de transition où j'étais un peu en train de dire au revoir à tout le monde en France et un peu de dire ouais, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Une fois arrivée sur place, j'ai fait une mini déprime. Le moral assez haut et assez bas, c'est par période, c'est tout à fait normal. Cette période de transition a quand même duré 2 mois, dans le sens où en fin septembre, ça allait quand même mieux. De toute façon, ça allait de mieux en mieux, jour après jour, mais tout de même, en fait, ça a duré 2 mois pour que je me sente vraiment mieux. C'était pas dû à une période de transition, c'était simplement parce que je devais réapprendre qui j'étais dans le cadre où j'étais. Et heureusement, j'avais cette devise qui était sors de ta zone de confort, Nao, sors de ta zone de confort, Nao, sors de ta zone de confort, Nao. J'ai réussi à trouver cette métaphore que je trouve qui vraiment représentait bien là où j'en étais, cette période magnifique. Vous voyez une table? On va dire qu'on pose des bouteilles dessus, des bouteilles de verre, et chaque bouteille, plus ou moins grande, représente l'expérience que j'ai de la vie, mes valeurs, tout ce qui s'est construit sur le plan neutre de quand je suis née. C'était l'expérience de ma vie, hop là, telle bouteille, ça représente ça, et plus je prenais de l'expérience dans un domaine, plus la bouteille était grande. Vous avez un peu l'image. Je suis arrivée ici, et c'est vraiment le sentiment très profond que j'avais dans mes tripes et que j'essayais du coup d'exprimer aux autres pour qu'ils sachent dans quoi j'étais. Quand je suis arrivée ici, c'est comme si on avait fait ça, qu'on avait mis toutes les bouteilles en 1000 morceaux par terre, on les avait cassées, on avait nettoyé toute la table de tous les débris et on a dit vas-y recommence. Le problème dans ce genre de moment, c'est que vous êtes dans des démarches où ouais, vous avez envie de connaître les gens, de sociabiliser, d'avoir de l'aide quand vous voulez en avoir par rapport à l'administration ou par rapport à plein d'autres choses, d'avoir des discussions profondes avec les gens. C'est pas seulement au niveau de la langue, c'est du coup ce que la langue a comme impact sur votre personnalité. Le fait que vous ne puissiez pas vous exprimer comme vous vous exprimez en français, ça a vraiment un impact sur la personnalité. Et du coup, le premier problème auquel vous êtes confronté, c'est qui je suis moi maintenant, si les autres ne peuvent pas savoir qui je suis, puisque je n'arrive pas à me l'exprimer. Je suis la première à dire à tout le monde, tous ceux qui m'entourent, ouais franchement,
cette idée de faire gaffe au regard des autres, moi je déteste ça et je le dirai encore, je n'aime pas du tout les gens qui sont là en disant mais qu'est-ce qu'il va penser, truc, on s'en bat les... Sachez que du coup j'ai changé de regard sur moi-même en me disant que malgré tout, en fait, j'étais un être sociable et que du coup, j'avais besoin que les autres me comprennent pour que je me sente à ma place. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec deux personnes qui parlent allemand, qui sont natifs ou pas, on s'en fiche, qui parlent allemand et qui parlent jusque-là d'un sujet sur lequel vous vous en sortez à peu près bien. Donc vous participiez et tout ça, ça va, ça se passe bien. Et d'un coup, ils vont switcher sur, par exemple, un sujet sur lequel vous n'avez absolument aucun vocabulaire, aucune même expérience dans la vie. Par exemple, la planche à voile. Personnellement, c'était ça, ce qui s'est passé. Vous vous retrouvez avec ces deux personnes-là qui parlent d'un coup de planche à voile. Normalement, en français, vous pourriez être là, même si vous n'avez pas d'expérience en planche à voile, vous serez en mode « Ouais, explique-moi comment je fais, ça a l'air passionnant. » Sauf que si quelqu'un vous explique ça et que vous comprenez pas ce qu'il vous dit, vous êtes paumé, vous êtes tout seul. Ça peut durer 5 minutes, hein, mais 5 minutes, ça dure très très longtemps quand vous êtes tout seul et que vous avez qu'une seule envie, c'est de vous enterrer 10 000 lieues sous terre. Après, si ça dure 10 minutes, vous avez envie de vous casser, genre vraiment vous casser, vous tuer, faire quelque chose, mais ne pas être dans ces situations-là. Évidemment, moi je restais en place parce que, comme je vous l'ai dit, le truc que je me disais tout le temps, c'était sors de ta zone de confort, sors de ta zone de confort. Du coup, je restais en place et je subissais le moment. J'étais dans l'impuissance totale de reprendre le contrôle de ce qui se passait. Et quand j'ai le contrôle, en fait, il faut vraiment faire la part des choses dans le sens où je suis pas une manipulatrice quoi que ce soit, mais juste une place dans ce qui se passe et de compréhension de ce qui se passe. Normalement, je l'ai en français, et même si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire de la gymnastique. Vous pouvez pas faire de la gymnastique quand vous pouvez pas parler la langue bien comme il faut. Et je m'observais énormément. Et c'est entre autres pour ça que j'ai appris aussi énormément sur moi-même, sur ok, comment tu réagis, fais pas ci, fais pas ça. Genre, voilà. Et ça prend beaucoup la tête, le mental fonctionne énormément, vous vous sentez mal à la fin de la journée parce que vous êtes là en mode oh my god. Quand vous êtes dans cette position-là de quelqu'un qui n'a pas envie de participer, alors que c'est mon cas, qui n'a rien à dire, qui n'est pas intéressante, parce que, vous voyez, ce genre de termes-là qui sont incroyables, mais ça c'est passé dans ma tête, en mode ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi en fait, je suis un légume qui regarde juste ce spectacle et qui en plus comprend rien, mais ils peuvent pas savoir. C'est pas du tout de la méchanceté, c'est juste que vous, dans votre petite place, vous vous sentez vraiment comme la dernière des merdes, je sais pas comment. Sachez que quand vous sortez de votre zone de confort, vous êtes vulnérable. Et ça, il faut l'accepter, l'intégrer dans son corps et faire avec. Ce que ça m'a apporté, c'est déjà ça, c'est déjà de me dire ah ouais, donc en fait quand même le regard des autres, la façon dont je peux exprimer ma personnalité et la façon dont du coup ils peuvent me percevoir est très très importante. Pour moi, en fait, pour me sentir bien, mon réflexe a été en compensation de quand j'étais toute seule, faire des choses qui me faisaient du bien à moi et qui me rappelaient qui j'étais en profondeur. Donc ça m'arrivait, vu que j'avais beaucoup de temps libre, je sortais avec mon vélo et je faisais le tour de la ville en faisant des photos. C'est une autre façon de faire comprendre aux autres qui on est. Le fait de, je sais pas, si vous dessinez, si vous faites de la musique, si vous aimez la mode, si vous aimez le théâtre, il y a tellement de façons en fait de s'exprimer en dehors des mots. Et quand je dis le théâtre, justement, c'est ce fameux truc de mime que je vous disais. C'est vraiment important de plus trop se prendre au sérieux et de dire ok, moi mon but maintenant, c'est que les gens comprennent qui je suis, mais quelle personne riche je suis de l'intérieur, et que bon voilà, on parle pas la même langue, j'ai encore des problèmes à m'exprimer, mais qu'au moins ils puissent comprendre l'essence de qui on est. Et je pense que c'était ça qui était vraiment important pour moi. C'était pas de ouais, est-ce que je suis intéressante ou pas, c'est juste qu'en face, j'aimerais qu'il y ait la compréhension de mon être profond. Voilà. Conclusion, en résultat, ça a fait que j'ai développé ce côté très 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 expressif autrement, que du coup maintenant on dit ouais, t'es très sociable et tout ça, je suis en mode non, c'est de la survie. Je l'ai juste beaucoup plus développé. Déjà avant, je l'avais pas mal, mais je l'ai encore plus développé, c'était très très important pour moi. Ouais, qu'on me comprenne. Voilà. C'est tout. Ça m'a appris évidemment que je pouvais vivre avec quelqu'un. Déjà, ne serait-ce que ça, j'ai appris quelque chose sur moi finalement. On a beaucoup de pensées limitantes sur nous-mêmes, sur ce qu'on s'est dit il y a des années de cela, et puis qu'en fait ça nous convient bien de rester là-dedans. Ce que d'autres personnes nous ont dit il y a des années de cela, et qu'en fait ça nous convient moyennement de rester dedans, mais qu'on reste dedans parce que on se définit comme ça, les gens nous reconnaissent comme ça, et le fait de sortir de là, ça pourrait un peu choqué tout le monde. Ah, mais qui es-tu finalement? Cette période de déprime, elle m'a appris beaucoup de choses, plus que je pense beaucoup d'années de ma vie m'ont apprises. Par exemple, le fait de gérer la solitude. Il y a un moment donné où je me suis retrouvée toute seule, comme en fait, je pense que je n'ai jamais été toute seule comme ça. Donc aussi loin de ma famille, sans projet plein à la tête, machin. Voilà.
La solitude. La solitude, c'est quelque chose de très important parce que ça vous apprend beaucoup sur vous. Quand il n'y a plus personne, quand le monde entier sera en apocalypse et que vous serez tout seul sur la planète Terre, quand toute votre famille sera morte, quand vos amis seront morts, quand, imaginons, il y a un accident qui vous enlève tout ce que vous avez comme contacts sociaux existants et que vous êtes tout seul, la seule personne qui peut vous entendre pleurer et vous consoler, ça sera vous-même. Putain, je suis vraiment dans un mood... La solitude, c'est quelque chose qui ne se subit pas, c'est quelque chose qui doit vous permettre d'aller en profondeur en vous-même et de savoir encore une fois, encore plus qui vous êtes et quelle est votre valeur et à quel point vous vous aimez. Et je pars sur du philosophique. On est quand même sur la question de est-ce que t'as appris sur toi, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Oui, de ouf, faut relativiser parce que finalement c'est que du contact humain. Malgré le fait que je me suis rendu compte que le contact humain pour moi était très très important, tout de même ça reste du contact humain, c'est-à-dire que si quelqu'un t'aime pas parce qu'il n'a pas compris qui t'étais, parce que t'as pas réussi à l'exprimer, ce n'est pas grave. Vous, français, si vous avez un étranger qui parle pas bien le français et qui vient dans votre pays et qui est en face de vous et que vous êtes là avec vos potes français, faites cet effort-là s'il vous plaît, en souvenir de ma personne, d'avoir une attention vers la personne, de l'écouter même s'il galère et de pas se dire ouais non il peut comprendre ou ouais non ça le dérange pas qu'on passe 5 minutes à parler entre nous et puis qu'ils comprennent pas. Non, franchement non, s'il vous plaît. C'est les pires moments. C'est très important à ce genre de moment d'avoir des personnes en face qui soient là en mode ok. Vraiment dans l'écoute, quelquefois qui devancent un peu ce que tu veux dire en essayant de chercher les mots, qui t'apprennent du vocabulaire en même temps. Franchement, ce genre de personnes interactives dans l'écoute, bienveillantes, je les bénis mais de tout mon cœur et merci à eux. Donc faites pareil, s'il vous plaît, genre si vous retrouvez n'importe qui en face de vous qui ne parle pas bien français, mais soyez sa maman. Je me suis aussi rendu compte que ouais, ce qui est très important, c'est la motivation, l'abolition des croyances limitantes. Je fais des choses que il y a 10 mois, j'aurais jamais pensé que j'étais capable de les faire. J'aurais jamais pensé que ça pouvait vraiment se faire. Je me l'imaginais, je sais pas moi, Nao, 25 ans, fait des études de cinéma et a un petit job à côté et ça passe tout à fait bien parce que Nao est bilingue en allemand. Mais en fait, la transition entre le mois de... J'essaie de faire mon administration Erasmus, voilà, je galère. La transition entre ça et ma vision de dans 5 ans, 6 ans, je ne l'avais pas. Toute la galère et tout ça, je me dis oui, ça va être la galère en arrivant en Allemagne. Je ne l'avais pas. Le fait d'être dedans, déjà, tu te prends des claques, j'arrêterai pas de le répéter. Mais en plus, après, quand tu as les résultats, t'es en mode oh putain. Waouh, incroyable! Et ça fait beaucoup de bien. Je vais essayer de terminer cette vidéo en disant que, encore une fois, je reviendrai sur ces notions-là, mais sortez de votre zone de confort chaque putain de jour de votre vie. Arrêtez d'avoir des croyances limitantes, celles qui viennent de vos parents, celles qui viennent de vos sœurs et frères et sœurs, ça peut, hein, voilà, celles qui viennent de vos grands-parents, celles qui viennent de vos profs à l'école qui vous ont dit, je sais pas, vous êtes nuls, machin, celles qui viennent de vos amis, celles qui viennent de vous-même. Ce sont les pires. Je pense que ce que j'ai accompli là, le cauchemar que j'ai vécu et le fait de m'en être sortie, de voir les résultats et de les comprendre, de les intégrer, de dire ok Nao, t'es capable de faire ça avec cet état d'esprit-là. Du coup, j'ai gardé l'état d'esprit et je continue à l'avoir. Sachez que vous n'utilisez que 9% de vos capacités, de votre cerveau. C'est nul! On a tellement plus à exploiter de notre corps, de notre cerveau. Juste tout ça repose sur une bonne organisation. Les croyances limitantes, balancez-les à la poubelle. Faites une liste de vos croyances limitantes, de ce que vous pensez que vous êtes et genre barrez tout. Et faites une liste de ce que vous voulez être et allez-y! Bref, en fait, c'est un peu ça que je veux donner comme idée sur la vie, c'est que rien n'est impossible. Et que tous ceux qui veulent aller à l'étranger, juste préparez-vous bien, imaginez-vous bien à la galère, mais n'hésitez pas une seule seconde parce que ça vaut la peine. Bisous!